Bienvenue à tous à Beyrouth, capitale du Liban, un pays au cœur d'une région à nouveau déstabilisée par la guerre, alors que l'organisation État islamique contrôle un territoire grand comme la moitié de la France, à cheval sur la Syrie et sur l'Irak. Les djihadistes veulent pousser leur avantage jusqu'ici, sur le territoire libanais. Alors comment le Liban fait-il face à cette menace de plus en plus pressante? 10 ans, jour pour jour, quasiment après l'assassinat de l'ancien Premier ministre Rafik Hariri, quelle est la situation politique ici au Liban? Autant de questions que nous nous apprêtons à poser au Premier ministre libanais Tamam Salam, qui nous reçoit à quelques pas d'ici au siège du gouvernement. Mais avant, on fait le point sur la situation au Liban avec Philippe Randriana Rimanan. Aux portes du groupe État islamique, le Liban vit sous tension au quotidien. Les djihadistes frappent ses villes, théâtre de combat et cible d'attentats, comme ici à Tripoli au nord. L'armée libanaise subit et ses alliés américains, français et saoudiens injectent des milliards de dollars d'aide militaire. Mais depuis l'été dernier, une trentaine de soldats et policiers sont otages du front Al-Nosra et de Daesh. 2 militaires libanais ont été décapités. Un chantage atroce pour ces familles d'otages. Depuis qu'un pilote jordanien a été brûlé vif, nous sommes beaucoup plus inquiets et nous commençons à craindre le pire. Pour nous les hommes ça va encore, mais les mères, les sœurs, les épouses et même les enfants, ils sont terrifiés. Terre d'asile de plusieurs générations de Palestiniens qui vivent dans des camps, le pays du Cèdre voit son équilibre bouleversé par la guerre en Syrie. 1,5 million de réfugiés de plus, soit le quart de la population du Liban. Dans la ville d'Ersal, à l'est, la crise est humanitaire, mais aussi sécuritaire, avec des combats qui opposent différentes factions, syriennes, djihadistes et l'armée libanaise. Au bord de la rupture, le Liban impose désormais des visas aux Syriens, ce qui fait réagir le Haut Commissariat aux réfugiés. Le HCR comprend parfaitement pourquoi le gouvernement libanais introduit de nouvelles règles pour contrôler ses frontières. Mais par ailleurs, en tant qu'agence des Nations Unies pour les réfugiés, notre mission est de défendre la protection des gens qui fuient le danger et la persécution. La crise syrienne exacerbe les fractures libanaises jusqu'à la paralysie politique, avec 2 coalitions irréconciliables, l'une dirigée par le Hezbollah, allié de Damas, et l'autre par le courant du futur, anti-Bachar el-Assad. Résultat, depuis mai 2014, le pays vit sans président, malgré plusieurs tentatives d'élection par les députés. Le Parlement perd, lui, de sa légitimité, après avoir prorogé pour la 2e fois son mandat jusqu'en juin 2017. Autant de blocages symptomatiques du Liban, selon ce professeur de sciences politiques. Pour organiser la présidentielle au Liban, tout dépend des négociations et d'un accord entre les parrains étrangers. Ces puissances régionales et internationales doivent trouver un compromis. Et quand la décision est prise sur le plan régional et international, elle est transmise à leur soutien au Liban. Au pays du consensus, le destin se joue donc à l'extérieur, de Téhéran à Riyad en passant par Washington. Mais à Beyrouth, le temps presse face à tant de périls. Bonjour Tamam Salam, merci de nous accueillir ici à Beyrouth, au Grand Sérail, c'est le siège du gouvernement libanais. Vous êtes le président du Conseil des ministres de la République du Liban, c'est-à-dire le Premier ministre du Liban. Vous serez également interrogé au cours de cet entretien par Sophie Malibaud de Radio France Internationale, ainsi que Benjamin Barthes, qui est le correspondant du journal français Le Monde en poste ici à Beyrouth, la capitale libanaise. Monsieur le Premier ministre, il y a 10 ans tout juste était assassiné l'ancien Premier ministre libanais Rafik Hariri. C'est un homme politique, un dirigeant qui incarnait la reconstruction, une certaine forme de modernisation du pays, de sa vie politique. C'était aussi un homme qui voulait un rapprochement avec l'Occident, ce qui n'était pas d'ailleurs l'avis de tous les Libanais, disons-le. 10 ans après cet assassinat, que reste-t-il du projet que portait et qu'incarnait Saad Hariri? Bon, il reste certainement beaucoup, parce que c'est vrai que c'était une grande perte, le Premier ministre Rafik Hariri, parce que quand on a assassiné Rafik Hariri, on a assassiné le Liban, on a assassiné les rêves, on a assassiné les projets, on a assassiné toute une démarche exemplaire qui a pu mettre le pays dans un cadre très avancé à l'intérieur et à l'extérieur, à l'étranger. Et Rafik Hariri avait fait un travail exceptionnel. C'était un personnage
exceptionnel. Mais je peux dire que notre situation aujourd'hui, après 10 ans, oui, on sent tous la perte, mais on espère que ce qu'il a pu introduire, ce qu'il a pu installer dans les dizaines d'années qu'il a gouverné, ou quinzaine d'années, que oui, ça peut durer, ça peut rester, et ça demande beaucoup d'entretien, beaucoup de suivi. C'est vrai, son fils Saad essaye son mieux. Et tout le courant du futur qui a hérité les œuvres de Rafik el-Hariri reste très actif. Et oui, ils restent tous très fidèles à ce que Rafik el-Hariri avait réalisé dans le pays. Monsieur le Premier ministre, il y a aussi à peine plus d'un an, s'est ouvert le procès justement des assassins de Rafik Hariri. Ce procès qui se tient à La Haye juge en fait par contumace les 5 accusés qui émanent du parti chiite libanais, le Hezbollah. Le Hezbollah qui ne reconnaît pas ce tribunal spécial du Liban. Quelle est votre position par rapport à cette démarche qui est une démarche de justice, de recherche de la vérité pour la réconciliation? Bon, le tribunal est là, ça fonctionne, ça fait des années, et l'affaire est d'une très grande taille, d'une très grande importance, que oui, ça a nécessité beaucoup de travail pour aller vers la vérité. On a tous besoin de cette vérité, on a tous besoin de la justice, et on appuie ce tribunal. Et j'ai l'impression, oui, quelque part, le tribunal a été peut-être jugé ou a été peut-être traité comme une affaire politique dans le cadre des confrontations politiques dans le pays. C'est ce que dit le Hezbollah, c'est un procès politique, ça n'est pas votre avis? Oui. Bon, il y a des avis à propos de ça, mais nous, comme État, nous sommes engagés définitivement à ce tribunal. Parce que l'enquête préliminaire avant ce procès a pointé du doigt donc Damas, la Syrie. Est-ce que vous pensez que la vérité va éclairer un jour J'espère. On va attendre, on va voir. Et que pensez-vous du fait on ne peut pas préjuger. Oui, il y a des indications, peut-être, mais finalement, ça sera la décision qui va sortir et qui va gouverner le résultat. Le meurtre de Rafik Hariri a été suivi au Liban par un soulèvement d'une partie de la population, le fameux printemps de Beyrouth, qui demandait, une plus grande autonomie nationale pour le Liban, qui a demandé que le Liban acquiert son indépendance par rapport aux puissances régionales et notamment par rapport à la Syrie. Les troupes syriennes se sont retirées du Liban quelque temps après. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que ce projet qui était celui de Rafik Hariri, celui d'une indépendance nationale pour le Liban, est-ce que vous pensez que ce projet a avorté et que le Liban aujourd'hui est à nouveau prisonnier de sa géographie avec 2 États très forts à ses frontières, Israël au sud et la Syrie à l'est? Franchement, le Liban, historiquement, a été toujours, en particulier depuis l'indépendance, a été toujours influencé par des forces régionales et internationales aussi. C'est un petit pays qui est toujours en contact avec la région, avec le monde. Et oui, parfois, cette influence a dépassé les normes qui se présentent dans d'autres pays aussi. Et dans le cas du Liban, pour plusieurs années, c'est vrai, la Syrie a intervenu au Liban. Mais bon, il faut dire que nous, les Libanais... Est-ce qu'elle intervient toujours au Liban, la Syrie? Bon, la Syrie, aujourd'hui, est dans une position très faible et très difficile. On ne peut pas dire que maintenant, la Syrie intervient dans le Liban. Elle a des alliés puissants. Elle a toujours
ses alliés politiques au Liban. Oui. Et comme d'autres, on le rallie aussi au Liban. Et c'est pour ça que nous, les Libanais, on doit apprendre toujours que nous devons prendre nos intérêts dans nos mains et essayer de se détacher de l'intervention étrangère au Liban. Pas peut-être l'influence, parce que ça c'est une affaire qui dépend aussi de la région, de normes politiques dans tout le monde. Mais à propos de notre souveraineté, oui, il faut que les Libanais font leur mieux pour sauvegarder cette souveraineté. Tamam Salam, Monsieur le Premier ministre, il y a donc un conflit aujourd'hui en Syrie. Comment est-ce que vous, Premier ministre du Liban, pays voisin, qui est impacté directement, on va y venir, sur ce qui se passe de l'autre côté de la frontière, comment est-ce que vous qualifiez ce conflit syrien? Certains parlent de guerre civile, on sait que tout est parti d'un mouvement populaire spontané, que très vite c'est devenu un mouvement armé. Comment est-ce que vous le définiriez, ce conflit? C'est certainement un conflit complexe qui a commencé avec une situation et qui a passé par des périodes et qui est aujourd'hui dans une autre situation. Et c'est clair que ce conflit, cet état, nous atteint au Liban, et c'est pour ça que, comme nous sommes un pays très lié à la Syrie historiquement, c'est pour ça qu'on a pris l'option de désassociation de la crise en Syrie. Mais justement, est-ce que c'est encore possible aujourd'hui de dire on est à l'écart? Est-ce que vous n'êtes pas malgré vous, et étant donné également les combats qui se déroulent sous l'égide du Hezbollah et de l'implication du Hezbollah en Syrie, est-ce que vous n'êtes pas malgré vous entraîné dans ce conflit? Dans notre déclaration ministérielle du gouvernement de coalition, ça fait 1 an, on avait adopté la position de se désassocier du conflit en Syrie. Mais entre cette position et l'application, certainement, il y a une distance. On ne peut pas dire qu'on a réussi jusqu'à maintenant à imposer cette position complètement. Non, il reste à faire beaucoup. Et oui, on va continuer à lutter pour qu'on essaie de sauvegarder le Liban de ce conflit. C'est pas facile, je sais. Et oui, ça peut-être, ça nous met en danger dans quelques situations. Par exemple, celle aujourd'hui de notre confrontation avec les extrémistes et les terroristes sur nos frontières est, qui est très dangereuse. Et déjà, on a subi beaucoup de pertes, mais on est consolidé au moins à l'intérieur du pays, toutes les factions politiques, à se mettre ensemble contre ce genre d'attaque ou d'agression contre le Liban. Mais comment... les extrémistes que vous évoquez sont le Front Al-Nosra et le groupe État islamique. L'émissaire des Nations Unies et de la Ligue arabe pour la Syrie a déclaré que Bachar al-Assad, le chef du régime syrien, faisait partie de la solution à ce conflit et notamment à la lutte contre ces organisations-là. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Bon, on est tous d'accord que concernant la situation en Syrie, il faut finalement trouver une solution politique. Mais ça va exiger beaucoup d'efforts, beaucoup de négociations, d'essais ici et là, de différentes parties régionales et internationales. Déjà, on sait bien qu'au niveau international, il y a une démarche qui a commencé et que l'envoyé spécial de Mistura, Stéphane de Mistura, a fait quelques pas en avant, mais ça exigera encore plus d'efforts. On espère qu'une solution politique peut commencer, débuter. Il n'y a pas une solution qui va mettre fin à la situation le lendemain. Ça exigera beaucoup de négociations, beaucoup d'idées pour arriver à débuter
une solution. Mais comment on a pu en arriver là? Allez-y, Sophie Madigo. À un moment donné, il y a eu... la diplomatie occidentale excluait totalement la possibilité que Bachar el-Assad puisse perdurer à ce conflit, étant donné le bilan les pertes dans les populations civiles, les bombardements affectant les populations civiles. On parle de près de 200 000 morts. Est-ce que vous pensez que malgré tout, malgré cela, il faut en passer par là, par toujours la discussion avec Bachar el-Assad? Vous-même, est-ce que vous êtes en rapport, en discussion avec Bachar el-Assad? Non, moi-même et le gouvernement, on est supposé être en disassociation à ce qui se passe en Syrie. Alors, je ne peux pas vous dire exactement un avis qui peut me libérer de cette position. Et je tiens à cette position moi-même, au moins. Et tout ce que je peux dire, que oui, on espère voir une solution politique. Mais avec qui et comment, ça a besoin de beaucoup de travail. Je sais que maintenant, les Russes essayent de réunir l'opposition avec le régime. J'espère que ça va bouger. Ils ont de bonnes intentions parce qu'ils visent à renouveler la conférence de Genève 2 pour finalement arriver à une solution politique. Bon, j'espère. L'un des partenaires, excusez-moi, l'un des partenaires de votre coalition, le Hezbollah, ne respecte pas cette politique de dissociation vis-à-vis de la crise syrienne, parce que ses forces sont sur le terrain, combattent sur le terrain, aux côtés des troupes gouvernementales. Quelle est votre position par rapport à cette implication du Hezbollah? Les gens du Hezbollah disent que le Hezbollah contribue à la sécurité du Liban, à sécuriser la frontière entre la Syrie et le Liban, à empêcher que des groupes armés y pénètrent. Les adversaires du Hezbollah disent non, le Hezbollah contribue à la déstabilisation du Liban parce qu'il suscite en retour des actions armées. Quelle est votre position? Ma position est très simple. Il faut, oui, traiter cette situation. Il faut... Est-ce que vous appelez un désengagement du Hezbollah de Syrie? Bon, je ne peux pas dire ça, mais tout ce que je peux dire, oui, qu'on doit arriver à une situation où notre position de se désassocier des événements syriens soit appliquée partout. Hezbollah est notre partenaire dans le gouvernement de coalition et j'espère que ce partenariat peut prendre en compte tout ce qui peut servir la souveraineté libanaise. En fin de compte, vous devez gérer des contradictions. Le fait d'être allié d'un côté avec l'Arabie Saoudite, qui commence à vous aider, à aider également la modernisation de votre armée, à financer certaines choses, et l'Arabie Saoudite d'un côté et le Hezbollah, le parti chiite libanais, de l'autre côté. Vous êtes en fait en train de faire le grand écart, obligé de faire ce grand écart. Bon, regardez, en ce qui concerne nos relations avec l'Arabie Saoudite, c'est des relations historiques. Et l'Arabie Saoudite a toujours appuyé le Liban. On en est connaissant pour cet appui. Et en particulier, en ce qui concerne aussi la décision du roi Abdallah, avant sa mort, de supporter l'armée libanaise et avec une somme très généreuse de 4 milliards de dollars et on commence à profiter de cette décision et je sais que ça a eu une influence morale aussi que pratique parce que quand on appuie un pays comme le Liban avec 4 milliards de dollars pour l'armée et les agences de On va revenir sécurité. sur cette question précisément de l'armée libanaise et des moyens, mais je vous propose, Monsieur le Premier ministre, de faire une courte pause, le temps de faire un rappel sur les principaux titres de l'actualité. On se retrouve juste après, ici à Beyrouth, dans l'émission internationale, donc avec le Premier ministre libanais. Merci d'être avec nous sur TV5 Monde et Radio France Internationale. Bienvenue si vous nous rejoignez dans International, ici à Beyrouth, au Grand Sérail, le siège du gouvernement libanais, pour cet entretien avec le Premier ministre du Liban, Tamam Salam.
Nous évoquions juste avant le rappel des principaux titres de l'actualité, l'aide militaire de l'Arabie Saoudite, en tous les cas l'aide financière, pour renforcer la sécurité du Liban. Vous attendez aussi, semble-t-il, beaucoup de la France qui serait sur le point de vous aider. Vous avez notamment besoin d'hélicoptères pour surveiller, pour une surveillance aérienne de vos frontières face aux groupes djihadistes qui sévissent aux frontières de votre pays. Où en est ce dossier précisément de l'aide militaire que la France pourrait vous apporter? Bon, comme vous le savez, les 4 milliards de dollars qui ont été placés, qui ont été donnés par l'Arabie Saoudite généreusement vers le Liban, il y en a 3 milliards qui ont été précisés pour les armes françaises. Et là, je viens d'apprendre avant quelques jours à Munich, quand j'ai rencontré le ministre des Affaires étrangères, M. Fabius, que la livraison des armes va débuter le 4 du mois d'avril. Le 4 avril, moi j'espère que d'après nos besoins dans cette situation qui s'impose sur nos frontières est contre les terroristes, oui, on espère de pouvoir recevoir des armes nécessaires pour le cas. Et les hélicoptères sont une nécessité. Qu'est-ce qui prend tant de temps? Parce que ça fait plus d'1 an qu'il en est question. On le voit, les Américains vous aident déjà, ils vont beaucoup plus vite. Qu'est-ce qui prend tant de temps à faire que ces équipements militaires français parviennent jusqu'à vous alors que vous êtes dans une situation dite d'urgence? Il faut clarifier une chose, d'abord, que cet accord avec la France est basé sur un plan libanais, de l'armée libanaise, qui est allé vers une période de 5 ans. Ce n'est pas une affaire de livrer des armes à 3 milliards de dollars dans quelques semaines. C'est pour ça que ça a pris du temps pour bien préparer. Ça va prendre un peu plus de temps pour la livraison, mais aussi on espère que, bon, déjà 4 avril, c'est bien proche, c'est pas loin. Mais j'espère que les armes qu'on va recevoir dès 4 avril soient des armes nécessaires pour notre confrontation. À votre connaissance, l'Arabie Saoudite a déjà débloqué l'argent et est volontaire, toujours aussi volontaire qu'au début? Oui, parce que si l'Arabie Saoudite n'avait pas débloqué l'argent, le ministre Fabius n'aurait pas pu me dire que dès le 4 avril, on va commencer à livrer les armes. Il y a discussion sur le type d'armes qui doit vous être livré? Bon, ça c'est une affaire un peu spécialisée, un peu technique, entre l'armée libanaise et les agences françaises de sécurité. Est-ce que vous attendez d'avoir des drones, par exemple? Bon, j'espère. On a besoin de drones, des missiles, oui. Mais vous n'en avez pas la garantie pour l'instant? Non. On n'a pas les détails jusqu'à maintenant. Et je ne sais pas si on aurait la possibilité, même si on le savait, de déclarer ces détails-là. En tout cas, voilà pour cet aspect militaire, en tous les cas. Qui nécessite un peu de... En tout cas, l'armée libanaise, Monsieur le Premier ministre, paie un lourd tribut dans cette lutte contre le groupe État islamique. On ne le dit pas, mais c'est l'armée dans le monde qui a perdu le plus d'hommes. 4 déjà, 2 ont été décapités par le groupe État islamique, 2 autres ont été exécutés de sang-froid par Jabhat al-Nosra, le front al-Nosra. 26 autres sont actuellement otages, détenus, prisonniers de guerre, semble-t-il. Est-ce que vous avez avancé sur le plan des négociations? Et si vous négociez, comment, avec qui? Bon, l'affaire est un peu difficile aussi et complexe parce que ce n'est pas une négociation avec une partie normale, une armée ou même une milice établie. C'est avec des gens qui peuvent faire n'importe quoi. Ils ont déjà démontré. Et là, je tiens à poser la question, moi. Pourquoi, quand 2 Japonais et un Jordanien ou quelques Américains se sont assassinés, se sont sauvagement tués
tout le monde en parle et tout le monde... Nous en parlons, Monsieur le Premier ministre. Ça, c'est l'aspect médiatique, mais est-ce que vous manquez d'aide dans cette situation? Vous manquez d'aide externe, d'interlocuteurs? Certainement, on manque d'aide. Parce que, voilà, comme vous l'avez dit, 2 décapités, 2 tués de sang-froid, et on n'a pas senti qu'il y avait des réactions sur la scène mondiale. De qui vous attendez de l'aide? De qui est-ce qui pourrait vous aider dans cette situation? Tous les pays peuvent nous aider. Ceux qui ont des canaux de contact avec les preneurs d'otages? Bon, regardez, on a débuté des premiers jours quand les otages ont été enlevés, de faire contact avec 2 pays qui nous ont aidés dans le passé, avec beaucoup de pays, mais en particulier avec Qatar, avec la Turquie. Et les Qatariens, oui, ils ont essayé leur mieux de nous aider, mais dans le changement qui a pris place à propos des relations avec Nosra, de la part de Qatar et des pays du Golfe, dans la coalition contre ces milices, ça n'a pas aidé maintenant à faire bouger les affaires. Les Turcs, ils nous ont promis de faire le mieux possible. Jusqu'à maintenant, on n'a pas senti une aide. Le fait aussi d'avoir des combattants du Hezbollah sur le terrain syrien, puisque maintenant c'est depuis la semaine dernière officiellement même reconnu par le gouvernement syrien que donc le Hezbollah, le parti chiite libanais, est aux côtés de Bachar el-Assad pour combattre en Syrie. Ça ne doit pas faciliter les choses? Mais n'empêche que Hezbollah a réussi à négocier avec les militants. Et il a échangé un de ses guerriers avec ces militants-là. Justement, est-ce que les ravisseurs demandent la libération de certains des leurs emprisonnés actuellement au Liban? Est-ce que vous êtes prêt à faire des concessions? Est-ce que vous êtes prêt à libérer certains des djihadistes ou des membres de groupes armés dont les ravisseurs demandent la libération? D'abord, il faut dire que quand on a commencé les négociations, ces ravisseurs ont imposé des chiffres, des nombres, des mesures qu'on ne pouvait pas nous accepter. Ils ont commencé par dire pour chaque soldat, on veut 5 de nos militants qui sont détenus chez vous dans vos prisons. Alors, on ne peut pas aller comme ça. Il y a beaucoup de militants dans les prisons libanaises? Oui, dans les prisons libanaises, parce qu'on a beaucoup de terroristes qui ont été condamnés dans nos prisons. De quel ordre? De quel ordre? Quand vous dites beaucoup, c'est... Beaucoup, il y en a peut-être 100 qui ont été jusqu'à maintenant condamnés. Il y a d'autres qui se jugent maintenant. Mais je peux dire quelque chose que dès le début, on a été sous l'impact de l'affaire. Ce n'était pas facile à établir un modus operandi avec ces militaires. Et jusqu'à maintenant, ce n'est pas facile. Mais à un certain moment, on a décidé qu'on ne peut pas subir à leur façon de traiter cette affaire en nous tuant les soldats et en même temps en imposant des termes de négociation. Par rapport à la fermeture des frontières, qui gêne terriblement les combattants de l'organisation de l'État islamique, est-ce qu'il y a des revendications de ce côté-là? Mais ça veut dire qu'il y a une confrontation qui est courante avec les militants et l'armée libanaise et sur nos frontières. Oui, on doit se protéger. On ne peut pas leur permettre... Bon, il y a une situation qui s'est présentée, comme vous le savez, dans un village avancé, dans une région est du pays, le village de Ersal. Ce village a été envahi par au moins un village de 35 000 habitants, a été envahi par des Syriens, des réfugiés syriens, de 100 000 réfugiés syriens. Alors ça a posé un problème, parce que les militants les terroristes ont pris avantage de cette situation. Ils se sont mis en lien avec ces Syriens qui sont imposés sur le village, et ça a créé une situation très difficile dans le sens que quand l'armée voulait mettre fin à ce contact-là, bon, il fallait
aussi prendre en compte qu'il y a des citoyens, il y a des civils là-bas. Justement, c'est une des grandes questions. Benjamin Bard, vous êtes correspondant, on l'a dit, du Monde ici à Beyrouth. Peut-être une question justement sur cette problématique, sur le nombre de réfugiés syriens. Les chiffres sont assez éloquents. Il se dit qu'un habitant aujourd'hui sur 4 dans ce pays serait un réfugié syrien. Oui, effectivement, on est confronté à un afflux depuis de nombreuses années déjà, depuis le début de la crise syrienne en 2011. Officiellement, plus de 1 million 100 000 réfugiés sont inscrits auprès des services de l'ONU. On considère que, compte tenu de la population qui n'est pas enregistrée, on aboutit à un chiffre de 1,5 million. Est-ce que vous avez le sentiment que le Liban reçoit une aide proportionnelle à l'importance de ce défi de la part de la communauté internationale? Est-ce que vous avez l'impression d'être soutenu ou est-ce que vous avez l'impression que la communauté internationale se repose un peu sur le Liban et ne l'aide pas suffisamment? Oui, on est très loin de nos besoins concernant ces réfugiés syriens. D'après la Banque mondiale, qui a constaté notre perte pendant les 2 années passées d'un chiffre de 5,5 milliards de dollars. Jusqu'à maintenant, on n'a même pas dépassé le milliard de dollars en aide de tout le monde. Et on a besoin tout le temps d'un nouveau engagement. Récemment, l'ONU avait établi une roadmap pour un chiffre de 2 milliards et 100 millions. Et bon, après avoir établi ce roadmap, ils vont chercher l'argent ailleurs et ça va nécessiter une période de quelques mois peut-être. Je ne sais pas s'ils vont réussir. Maintenant, de nouveau aussi, on a une démarche qui a été établie à Bruxelles par la communauté européenne, par l'Union européenne. Quand la ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, Federica Mogherini, l'Union européenne, Madame Mogherini avait annoncé qu'ils ont placé 1 milliard d'euros pour l'aide pour la situation des réfugiés, mais pas seulement au Liban, dans toute la région. Est-ce que la solution, elle n'est pas également, certes financière, mais est-ce que vous n'appelez pas les pays européens à assumer une part de l'accueil des réfugiés qui, pour l'instant, repose essentiellement, quasi exclusivement, sur les épaules des pays frontaliers de la Syrie? Oui, c'est ce qu'on appelle le burden sharing. Ça veut dire qu'ils partagent avec nous cette affaire-là. Jusqu'à maintenant, franchement, on n'en partage pas, à part l'Allemagne et la Suède, qui ont pris des nombres. On parle de quoi? De 100 000, 150 000. Mais là, il y a des millions. Il y a entre le Liban, la Jordanie, la Turquie, toute la région. Et il faut au moins sérieusement traiter cette affaire par tous les pays européens et avec des chiffres qui peuvent convaincre le monde que oui, on essaie à aider. Mais avec avec une politique honte vers cette affaire-là, on ne peut pas arriver à résoudre le problème. Et comment vivent-ils, ces réfugiés, sur le sol libanais? Il y a une décision qui est prise de la part des autorités d'ici, c'est de ne pas avoir de camp pour ces réfugiés venant de Syrie, contrairement à ce qui a été fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette décision? Pourquoi? Oui, cette décision, c'est simplement parce que le Liban a une mauvaise expérience en ce qui concerne les camps. Ça fait une soixantaine d'années qu'on a les camps palestiniens au Liban. Et ça n'a pas été une expérience positive. Et c'est pour ça que quand l'affaire des réfugiés syriens a commencé, oui, il y a des factions politiques au Liban qui ont décidé de ne pas aller vers les camps, pour ne pas créer une situation pareille à celle des camps palestiniens. Ce qui fait que maintenant, 85% de ces réfugiés se sont installés dans les quartiers, les villages, les villes libanaises. Ils partagent avec nous notre électricité, l'eau, les hôpitaux, les écoles, tout. Et il y a
à peine 10 à 15% qui se sont installés dans des camps, des très simples camps, qui se sont créés. Tamam Salam, on va venir si vous le voulez bien parce que le temps passe sur la situation politique intérieure au Liban. Vous êtes en fonction depuis un an, hein, disons-le, environ même exactement un an. Toujours pas de président de la République au Liban. On rappelle le système très particulier au Liban. Le président de la République doit être, d'un point de vue confessionnel, chrétien et maronite précisément. Le Premier ministre que vous êtes est de confession sunnite et le président de l'Assemblée nationale doit être un chiite. Donc toujours pas de président. Le Parlement a échoué à plusieurs reprises. Comment expliquez-vous cet échec? C'est malheureux que les factions politiques n'arrivent pas à résoudre ce problème-là. Et en particulier, oui, les factions politiques chrétiennes. Parce que, oui, la présidence est chrétienne au Liban, on tient à ça. On a une spécialité là qui renforce notre coexistence, notre exemple de coexistence dans cette région. On doit la maintenir, on doit l'appuyer. Et pour qu'on réussisse, il faut que le corps ait une tête. Est-ce que les chrétiens, dans leur division à ce sujet, en fait, sont sur la même ligne de fracture pro- et anti-syrien? Non, c'est pas ça. C'est que, franchement, on a eu toujours un problème quand il se posait l'échéance d'élire un nouveau président. Les leaders chrétiens se sont mis en confrontation et ça n'a pas aidé. Et dans des cas dans le passé, on a eu d'intervention et on a eu d'appui de l'étranger pour nous aider à résoudre ce problème. Ça, c'est la vérité. Bon, je sais que ça peut mettre notre souveraineté en question, mais comme nous sommes un petit pays qui a été toujours affecté et influencé par les forces régionales et internationales, oui, il faut dire que les factions politiques libanaises se sont penchées sur cette situation, un peu beaucoup. Vous avez dit cohésion. Ça leur a imposé une situation où ils n'arrivent pas eux-mêmes à gérer leur affaire suffisamment. Mais vous avez dit cohésion, Monsieur le Premier ministre, vous avez dit cohésion. C'est vrai que c'est un exemple du Liban. On a parlé du système multiconfessionnel. Beaucoup ont dit le Liban, caisse de résonance de la Syrie. On a parlé des attentats tout à l'heure qu'on a vu et qu'on a entendu tout à l'heure sur TV5 Monde et RFI. Comment expliquez-vous que le Liban reste debout, que le Liban tienne, que même s'il y a eu des attentats sanglants, même s'il y a eu des tensions, vous avez évoqué tout à l'heure l'exemple de ce village, comment expliquez-vous que le Liban aujourd'hui ne soit pas tombé à son tour dans une guerre civile, ce que beaucoup prédisaient, ce n'est pas le cas aujourd'hui? Et même sans président. Franchement, la tolérance, la flexibilité des Libanais qui s'est mis en exercice pendant de longues années en face de beaucoup de situations difficiles, a aidé beaucoup à pouvoir absorber ces situations difficiles. Mais, comme vous le dites, oui, on a réussi à établir un gouvernement de coalition, ça fait un an. Mais là aussi, il faut dire que l'appui de l'étranger, de l'extérieur, a aussi facilité l'affaire. Voilà pour la géopolitique. C'est pour ça qu'on demande aujourd'hui à ces forces régionales et internationales de nous aider aussi à faciliter l'élection d'un président. Voilà pour la géopolitique, Monsieur le Premier ministre. On va aborder maintenant une question économique. On a évoqué tout à l'heure les réfugiés et l'impact, bien entendu, pour l'économie, l'économie et le social dans votre pays. Benjamin Barth, une affaire retentissante dont votre journal d'ailleurs a été l'un des révélateurs. Il s'agit de l'affaire SwissLeaks. Et le Liban est aussi concerné. Voilà, très étonnamment peut-être. Vous êtes au courant, bien entendu, de cette histoire d'évasion fiscale, ces listings de bénéficiaires de comptes auprès de la banque HSBC, hébergés en Suisse.
Et dans ces listings qui ont donc été révélés par un ensemble de journaux internationaux, dont Le Monde, dans ces listings apparaissent beaucoup de noms libanais, près de 3000 noms apparaissent, pour un montant de dépôt équivalent à 5 milliards de dollars, ce qui place le Liban en 12e position étonnamment, devant le Qatar et le Koweït, qui sont pourtant connus pour être certains des pays les plus riches au monde par habitant. En tant que Premier ministre, le fait qu'une somme pareille échappe à la supervision de l'État, ça vous fait quoi? Il faut dire que, bon, ce n'est pas une somme qui échappe à l'État. Parce que simplement, les Libanais sont des entrepreneurs, des hommes d'affaires, qui bougent dans tout le monde. Ils ont et des politiciens également, parce que parmi ces noms figure un ancien ministre des Finances, un ancien ministre de l'Intérieur. Parce que la mélange entre politique et affaires, c'est très courant maintenant. Mais ça ne fait pas bon ménage. Et chez nous et ailleurs. Dans d'autres pays aussi en Europe. Et on a des politiciens qui sont hommes d'affaires et qui ont des grands comptes, des grandes affaires partout. Et les grandes affaires nécessitent des comptes dans des banques internationales pour suivre leurs affaires. Ces 10% du PIB, ça pourrait aider quand même des Libanais qui vivent dans la difficulté. Mais je suis d'accord. Et je sais bien aussi que beaucoup de ces gens-là, même des politiciens, ont utilisé beaucoup de leur argent au Liban. Ils ont aidé beaucoup au Liban. Et ça n'empêche pas qu'ils aient aussi des comptes ailleurs dans le monde pour leur business, pour leur affaires. Et ça ne nous a pas choqué, cette affaire-là. Vous ne considérez pas que c'est de l'évasion fiscale? Mais non, du tout. Et bon, j'espère que... Déjà, vous le savez bien, dans nos banques, notre secteur banquier au Liban est un secteur vraiment très réussi. Et déjà, on a des grandes sommes dans nos banques. On a beaucoup de l'argent dans nos banques. La plupart des Libanais qui ont des affaires à l'étranger envoient beaucoup de leurs produits monétaires au Liban. Parce qu'au Liban, on a des intérêts élevés qui aident beaucoup à ce que les gens se dirigent. Même des étrangers viennent vers le Liban pour ça. Le pays est devenu un pays de service, ça a été même un pays de tourisme, en ce moment ça va un peu moins bien, un pays de service, mais l'économie s'est effondrée tout de même ces 10 dernières années. Comment est-ce que le gouvernement actuellement ne peut pas relancer la machine? Est-ce que vous êtes bloqué du fait de ce conflit dans le développement du pays, que ce soit du côté de l'agriculture, de l'industrie, du tissu économique du pays? C'est certain que la situation politique qui s'impose, une situation difficile, oui, se reflète aussi sur notre situation économique. C'est un effondrement de l'économie? Oui, comment? C'est un effondrement de l'économie du Liban? Non, ce n'est pas nécessairement un effondrement, mais ça pèse lourd sur l'économie et ça peut avoir des effets négatifs. Ça peut. Monsieur le Premier ministre, merci beaucoup à vous. Cet entretien touche à sa fin. Merci d'avoir répondu en langue française. On sait que le Liban est un pays membre de l'Organisation internationale de la francophonie et francophile également. Et nous reviendrons d'ailleurs, TV5 Monde notamment, très prochainement pour le mois de la langue française organisé par l'Institut français. Peut-être un mot très rapidement à ce sujet? Non, il faut dire là que moi personnellement je ne suis pas francophone. Mais quand même, je peux utiliser le français. J'ai raconté quand j'étais à Paris, à la Commission des Affaires étrangères, après 1 heure de discussion, que, vous savez, les liens entre le Liban et la France sont tellement importants que moi-même, avons arrêté d'apprendre le français à la classe du 7e, et jusqu'à maintenant, je retiens cette possibilité de pouvoir utiliser la langue. Merci beaucoup, Tamam. J'espère que les Libanais et les Français continueront à renforcer ces liens pour les mieux de pays. Voilà pour le message. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, d'avoir accueilli TV5 Monde, Radio France Internationale et le journal Le Monde pour cet entretien. Merci à vous. À très bientôt sur TV5 Monde et sur les antennes de Radio France Internationale.